retrouver ce midi après ces quelques jours d'absence. Alors que notre pays traverse une période déterminante dans son processus démocratique, nous, ici, on relève le défi d'agrémenter votre mi-journée tout en grattant des informations de part et d'autre pour votre culture, pour votre plaisir. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais, nous étions aux urnes le dimanche dernier pour accomplir notre devoir civique dans le cadre de l'élection présidentielle, un processus conduit par un organe très important, la Sénat. On aborde aujourd'hui avec Adonis le rôle de la Commission électorale nationale autonome dans l'organisation et le suivi d'un scrutin. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Tu as eu le temps de te reposer ou tu as travaillé? Le travail nous a obligés à ne pas nous reposer pour servir les téléspectateurs et servir la nation. Et on continue, on ne se repose surtout pas? Non, pas du tout. Alors la Sénat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Sénat, c'est la Commission électorale nationale autonome qui est l'organe administratif chargé d'organiser et de superviser les élections, comme tu l'as dit précédemment. Pour remonter à sa création, c'est en 1994, où l'opposition d'alors émettait des suspicions sur la neutralité et la qualité du ministère de l'Intérieur à organiser les élections. Il faut souligner qu'avant 1994, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc les membres de l'opposition introduisent au Parlement un projet de loi pour faire voter et adopter l'institution de la Commission Sénat. Il faut signaler que cette Sénat a été créée en 1994, à la veille des élections législatives de 1995. Le vote du Code électoral en 2013 a rendu le caractère de cette Sénat permanente. Ce qui fait qu'elle est composée de 5 membres, dont 4 de la majorité et de la minorité, c'est-à-dire 2 par majorité, 2 par minorité, et un magistrat qui a au moins 15 ans d'expérience. Donc ça fait 5 membres élus pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Il faut signaler que l'équipe qui est là, qui est la première Sénat permanente, le mandat s'achève en juillet 2021. Ouais. C'est-à-dire après l'élection présidentielle, il faudra renouveler les membres de cette Sénat. Parlons des membres, nous avons Emmanuel Tiando, qui est le président de la Sénat, suivi de la vice-présidente qui est Geneviève Bokor-Nadjor, Basile Fassinou, qui est le coordonnateur au budget, Freddy Humbedji, qui est le commissaire, et l'autre commissaire, c'est Abdou Adam Soulé. Il faut signaler que ces membres sont appuyés par la secrétaire exécutive permanente, qui est Noélie Apeti. Elle a déjà à son actif combien de scrutins organisés? Cette Sénat permanente a à son actif 6 élections. Il y a l'élection présidentielle de 2016 et 2021, l'élection législative de 2015 et de 2019, les élections communales et locales de 2015 et de 2019. Il faut signaler que la mission de la Sénat s'appuie sur le code électoral qui institue la Sénat, c'est-à-dire la préparation, l'organisation, le déroulement de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats, l'organisation et la supervision des opérations référendaires et électorales, l'élaboration des documents et actes procédures devant, d'une part, assurer la régularité, la sécurité et la transparence des scrutins, d'autre part. Il y a d'autres missions comme la formation des agents électoraux, l'information du citoyen sur le contenu électoral. Pour les communes communales, c'est la Sénat qui proclame les résultats provisoires et définitifs, mais les recours sont adressés à la Cour suprême. Dans l'accomplissement de cette mission, la Sénat coopère avec le ministère de l'Économie et des Finances qui met à disposition le financement, le ministère de l'Intérieur et de la Défense pour le fonctionnement et la sécurité des différents centres de vote, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, les médias, la ROAC et les institutions internationales comme la CEDEAO, l'UEMOA, et les partenaires techniques et financiers. Il ne faut pas oublier aussi les membres des organisations de la société civile et autres. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la Sénat. Eh bien, pour cette élection présidentielle, la Sénat s'est rénovée. La Sénat a utilisé plusieurs moyens afin d'avoir les différents résultats, les compilations des chiffres par arrondissement et par centre de vote. Il y a une salle informatique, une salle de transmission qui permet à la Sénat de recevoir tous ces chiffres-là. Je vous invite à suivre cette vidéo qui relate un peu le processus de transmission des données. À la fin des élections,
après la compilation des résultats niveau arrondissement, au niveau de la salle de transmission, il y a des agents expérimentés qui entrent en contact avec le coordonnateur d'arrondissement pour recueillir les résultats compilés niveau arrondissement. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ajouté cette fois-ci comme innovation? Nous avons mis au point une application que nous avons dénommée Gest Calculatrice qui nous permet de façon instantanée, après la compilation des résultats, qui nous permet de recevoir au siège de la Sénat les résultats numériques compilés par le coordonnateur d'arrondissement. Ceci dans un processus de compilation rapide des résultats. C'est donc une application qui a été mise à la disposition des coordonnateurs d'arrondissement pour optimiser le travail à leur niveau. Bien évidemment, chaque coordonnateur d'arrondissement a eu accès à cette calculatrice intelligente qui lui permet de compiler les résultats au niveau de l'arrondissement. Tout juste à la fin de la compilation, il suffit juste de cliquer sur un bouton et nous recevons ici les résultats poste de vote par poste de vote et niveau arrondissement. Alors, dans la salle de transmission, située juste derrière vous, Diarra, Taïrou, il y a des agents, n'est-ce pas, qui recueillent les résultats audiophoniques. Parlez-nous-en un tout petit peu. Voilà, bien évidemment, je l'avais dit au début. D'abord, il y a des agents expérimentés qui sont installés au niveau de la salle audiophonique. Ces agents-là sont installés en double. D'accord? Il y a un agent de transmission qui entre en contact avec le coordonnateur d'arrondissement. Essaie d'établir l'identité du coordonnateur d'arrondissement. Après cette connexion réussie, alors on lui demande de nous transmettre les résultats compilés, certifiés au niveau de son arrondissement. Le second agent, c'est-à-dire l'agent de contrôle, suit la conversation et à la fin, nous faisons l'opération de matching, à savoir ce que l'agent de transmission a écouté et l'agent contrôle ont fait le matching des deux pour nous assurer que tout est dans le bon ordre. Eh bien, vous voyez à travers cette vidéo le processus qui montre que la Sénat, depuis 1995, s'est informatisée. Il fallait attendre une semaine ou plus pour avoir les résultats, mais après 48 heures, 72 heures, vous avez les grandes tendances des élections. Ouais. Et on a la confirmation par la Cour constitutionnelle combien de temps après, à peu près? Les coordonnateurs d'arrondissement font deux cantines, une pour la Sénat, une pour la Cour constitutionnelle. Donc, dans le même temps que la Sénat... Donc, ils font le même travail là-bas aussi. Voilà, la Cour constitutionnelle. Ouais. Voilà. Donc, les résultats peuvent intervenir après les grandes tendances, 48 heures, 72 heures ou une semaine. Ça dépend un peu du niveau d'avancement qui a été dans le travail, c'est ça. La technologie, quand même, elle est déjà là. Ils s'en servent, forcément. Oui. Il suffit juste de voir la nouvelle application qui a été introduite qui permet d'avoir en même temps les chiffres, quitte à ce que le coordonnateur vienne encore confirmer avec les chiffres qu'il avait envoyés par l'application et aussi par la transmission radio. Merci, Adonis. C'est moi. On va prendre des informations avec Herman Amengan. Herman Rodrigue Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. De nous retrouver ou de retrouver les téléspectateurs? Tout le monde. Les deux. Tout le monde. Tu as voté, j'espère. Bien sûr, comme tout Béninois d'ailleurs. Alors, tu nous parles de ce noir nommé à la tête du musée de l'immigration de la France. Ndiaye est un universitaire de 55 ans, spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. Il a pris donc la tête du palais de la Porte Dorée, institution publique que vous pouvez voir sur ces images qui comprend le musée de l'histoire de l'immigration et l'aquarium tropical hébergé au sein du palais situé dans l'est de la capitale française. C'est une nomination que beaucoup voient comme un symbole, celle sinon celui d'un métis de père sénégalais et de mère française à la tête d'une grande institution culturelle française chargée, qui plus est, des questions d'immigration et de mémoire. C'est un normalien agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat obtenu à l'école des hautes études en sciences sociales EHESS. Pape Ndiaye a été professeur de nombreuses années à Sciences Po Paris, respecté par ses pairs. Il fait figure de pointure sur les questions liées aux minorités. C'est la condition noire, essai sur une minorité française, son ouvrage publié en 2008 qu'il a fait connaître au grand public en 2019. Mylène, toujours avec l'envie de vulgariser ses études, il devient conseiller scientifique
de l'exposition Le Monde Noir qui s'est tenue au musée d'Orsay sur la représentation des Noirs dans les arts visuels plus récemment. Il a co-présenté un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. C'est donc une grosse pointure qui a été nommée à la tête de l'institution, le musée de l'immigration. Et voici d'ailleurs ce qu'il pense de sa nomination et ce qu'il entend faire. À l'histoire de l'immigration, les questions d'environnement aussi. Et donc ce lieu est tout à fait central dans les débats de société, également dans les débats politiques. Et bien entendu que l'objectif, c'est d'accroître sa visibilité, d'en faire un lieu central. C'est le plus grand monument, finalement, de propagande coloniale de France, raison de plus pour expliquer ce qui est autour de nous, pour utiliser toutes sortes de moyens technologiques, d'ailleurs, pour mettre en valeur cette histoire, qui est une histoire non pas marginale dans la grande histoire nationale, mais qui est absolument centrale. Voilà, donc l'historien veut également faire de ce lieu un endroit où l'on débat des questions de colonisation, thème qui enflamme régulièrement la société française. Pour y parvenir, il souhaite l'ouvrir aux étudiants et aux universitaires afin d'y organiser des colloques et des séminaires. Mais c'est un mérite, il a le parcours qu'il faut. Bien sûr, ce n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui a le parcours qu'il faut, c'est quelqu'un qui a le background qu'il faut pour diriger cette institution. Il a fait de hautes études donc, dans des universités assez prestigieuses. C'est un docteur, c'est un spécialiste des questions des minorités et donc il est à la place qui lui convient. Et va certainement assurer. Forcément. Alors tu nous fais découvrir les célèbres chauves-souris de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oui, ça fait un tout petit peu marrer, mais chaque jour au crépuscule, le ciel du plateau se couvre de nuées de chauves-souris qui s'envolent en paillant par dizaines de milliers entre les buildings du quartier des affaires d'Abidjan. Elles assombrissent d'un coup le ciel et le bruit de leurs cris et battements d'ailes couvre presque celui de la circulation. Une scène emblématique de la capitale économique ivoirienne qui pourrait disparaître car ces petits mammifères sont menacés. Eh bien, la cohabitation entre la population et ces chiroptères est parfois difficile. On les accuse de faire trop de bruit avec leurs cris stridents, même en plein jour, de souiller passants et voitures en déféquant. La peur des maladies n'empêche pas les amateurs de viande de brousse de manger évidemment ces mêmes chauves-souris après avoir dormi toute la journée accrochés aux branches des arbres majestueux qui bordent les avenues du plateau. Les chauves-souris s'élancent parfois avec leurs petits sous leurs ailes vers le parc du Banco, une forêt classée parmi les parcs naturels à une dizaine donc de kilomètres de vol où elles vont se nourrir toute la nuit d'insectes, de fruits et de fleurs, explique Magloire Niamien qui est un biologiste et spécialiste des chiroptères d'Abidjan, lui qu'on va d'ailleurs suivre ici. Il est de constater que dans une mégalopole comme Abidjan, le plateau qui est le cœur économique, qui est le centre des affaires, constitue un site dortoir pour ces chauves-souris. Donc dès 18h, lorsqu'elles se réveillent, elles sortent pour aller à la périphérie, dans certaines forêts supposées telles que le Banco, pour chercher à manger et revenir autour de 4 heures au plateau dormir. Depuis quelques années, on voit ces pandémies avec Ebola, avec la Covid. C'est vraiment la boîte de Pandore qui est ouverte. Donc je pense qu'il faut qu'on porte une attention sur ces aspects-là de zoonose transmise par la faune sauvage et surtout par les chauves-souris parce qu'ils sont porteurs sains de beaucoup de pathogènes. Voilà donc les chauves-souris en Côte d'Ivoire dans le quartier du plateau, objet également d'études scientifiques. Lorsqu'on sait que, justement, on parle aujourd'hui de la pandémie de coronavirus parce que d'aucuns estiment que ce n'a été une transmission donc, du pangolin, même si scientifiquement ce n'est pas encore totalement démontré. Et donc, quelque part, ces chiroptères qui survolent le plateau donc, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est bien beau, c'est assez, on va dire, c'est un peu loufoque. Je pense bien que ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été ainsi. Donc, et donc aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de préoccupations qui entourent la question au-delà de ce spectacle peut-être agréable que cela peut offrir, même si par moments, ces chiroptères a des faits surpassants et riverains. Au-delà de cela, et le cri aussi n'est pas si agréable. Le cri strident aussi. Donc, surtout un matin au réveil. Forcément. Donc, au-delà de ça, c'est qu'avec le contexte sanitaire actuel, où la pandémie de coronavirus sévit, on estime donc qu'il faut porter une attention particulière sur la question des chauves-souris parce qu'on ne sait pas peut-être les virus que ces chiroptères apporteraient en elles. Adonis?
Bon, on pourra juste dire que c'est un spectacle un peu intéressant et pour les scientifiques, mais d'autre part, comme l'a dit Maïman, c'est un peu accablant pour les populations, parce que je sais que dans ma branche, j'en vois chaque soir vers 19h où elles s'envolent. C'est un beau spectacle. Et mais... tu as peur? Non. N'oublie pas cette partie. Non, peur des chauves-souris, non, pas du tout. D'accord. Et Herman, il y a ceux qui aiment les chauves-souris, bien sûr, qui en consomment. Comme toute autre viande d'ailleurs. Comme toute autre viande de brousse. Comme toute autre viande de brousse. Donc, il y a ceux qui aiment le spectacle. Et ceux qui aiment la viande. Il y a ceux qui sont estomaqués par leur cri strident, mais il y a surtout ceux qui remplissent leur estomac de cela, évidemment. Donc, c'est tout un trio, une trilogie, si vous voulez. Donc, chacun tire le drap de son côté. Après, il y a aussi les chercheurs qui travaillent sur cette espèce. Est-ce qu'on a une zone où c'est si bien concentré au Bénin, à Cotonou, les chauves-souris? Ah, je n'en connais pas. Mais au nord, si, je pense avoir déjà suivi un magazine de William Choki là-dessus. Bof, on va peut-être creuser pour les téléspectateurs, mais après, c'est que... voilà, forcément. Après aussi, on a l'île aux oiseaux, hein, qui est dans le nord du... Qui offre un beau spectacle. Qui offre un beau spectacle. Et également, à Grand Popo, il y a également il y a cette île-là où les oiseaux migrateurs viennent la plupart du temps rester. Et on va quand même pas faire ce grand tour sans parler de Grand Popo, bien évidemment. Et puis, tu nous parles des femmes fortes de taille au Nigeria, des femmes comme moi, bien sûr, n'est-ce pas? Non, un peu plus, un peu plus. Allez, ce n'est pas facile d'être une femme de forte taille au Nigeria. Une jeune dame connue sous le nom de Tante Rémi en parle. Elle évoque aussi les questions d'ordre pratique, des courses anodines comme s'acheter un soutien-gorge ou un vêtement qui deviennent compliqués et coûtent parfois beaucoup plus cher pour elle. Regardez. Báwo ló ṣe rí, báwo ló ṣe máa ń rí tó bá wà pẹ̀lú èèyàn tó tóbi. The moment tó bá ti bá yín sùn tán, ẹ kò gbà pé relationship yẹn ti tán. Torí wọ́n ti débẹ̀, wọ́n ti wá nǹkan tí wọ́n rí, tó bá dẹ̀ ti rí ìyókù ó tán. Á wá di wípé ẹ̀yin lè máa lé wọn kiri, ẹ̀yin lè máa wá wọn kiri. Meanwhile, kó tó di wípé gbogbo ilé ìṣe làwọn ló ń lé yín kiri torí pé ó fẹ́ débẹ̀. Orúkọ mi ni Olúwarẹ̀mílẹ́kún Faith Fatolu, tí àwọn fans mi ń pè ní Aunty Rẹ̀mí. Irú àwọn báyìí ta ní ọyàn ńlá, ó máa ń le gan. Mo máa wọ 50H. Kẹ́ tó lè rí tiẹ̀ mi tí rí Nigerian store. Gbogbo wọn lórí Instagram yẹn wọ́n lè testify pé this lady has been in our DM. Ṣé ní 50H? Ọmọ aláwọn ò ní, but táwọn bá ní, àwọn máa get back. But wọn ever get back sí mi. So nǹkan tí mo máa ń ṣe ni wípé àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n wà nílùú òyìnbó ni mo máa bẹ̀. Pé tó bá ti ń bọ̀ nílé ẹjọ́ o, ó jẹ́ méjì ń bí, mẹ́ta ń bí, márùn-ún ń bí, ẹ ṣáà bá mi rà á bọ̀. Then ó máa ń wọ́n. Ẹ lè rí irú bra mi gbà mí ẹyọ kan 10,000, ẹyọ kan 15,000. Meanwhile, àwọn tí wọ́n kéré, tí wọ́n lọ́yàn kékeré, ẹ lè rí bá 800 naira. So ó máa ń nira gan. And aṣọ, nǹkan tèmi tí wọ́n ń ṣe ní ìsìn ni wípé tí bá lọ sọ́jà, máa ra materials. Tí bá ti ra materials, mo ní tailor tó máa bá mi rán àwọn aṣọ mi. Àwọn kan wà ní kọ̀kọ̀ tí wọn ò lè jáde, tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. The humiliation is too much. And it shouldn't continue that way. Àmọye nǹkan tí ó yẹ kí irú àwọn èèyàn tí wọ́n tóbi bíi tèmi kọ́ ti dà lẹ́nu. Àmọ́ humiliation yẹn ti bà àwọn nǹkan jẹ́. It has buried a whole lot of talent. Àwọn míì ti para wọn. Àwọn míì wà nínú early marriage tó yẹ pé ilé ọkọ tó wà wọ́n fi àjẹ́ wọn níbẹ̀. Kò wù wọ́n kí wọ́n fẹ́ ni náà torí wọ́n feel wípé báwọn ṣe tóbi táwọn bá tètè wọlé ọkọ àwọn lè má rọ́kọ fẹ́. So the humiliation is... Voilà donc la situation des femmes de taille forte au Nigeria que nous raconte cette dame qu'on connaît beaucoup plus sous le surnom de Tante Rémi, qui raconte un peu son quotidien. Voilà, comme
aller acheter des courses, aller faire des courses au marché, trouver des produits relevant de la lingerie qui sont suffisamment difficiles pour elle. Elle est parfois obligée de commander sur Insta parce qu'elle a peut-être une publication de tel ou tel autre. Sinon, aller trouver ça au marché, c'est assez compliqué. Ou on se fait simplement confectionner ça. Et il y a aussi le regard des hommes, malheureusement, des hommes petits H aussi, qui estiment tels, sont, on va dire, beaucoup plus dans la curiosité, veulent découvrir de quoi cela retourne et juste après ne prennent pas soin d'elles. Et donc, clairement, elles sont dans une dans une forme d'angoisse existentielle. Est-ce qu'elles vont pouvoir trouver de mari? Est-ce qu'elles vont pas? Est-ce qu'il est sérieux ou non? Donc, c'est assez compliqué pour elles. Est-ce qu'il ne faut plutôt pas essayer d'oublier le regard des autres, ce que les autres en disent pour pouvoir simplement évoluer? Évidemment, il y en a qui en ont fait des atouts. Oui. Et qui ça leur marche bien. Rebecca vous parlera de la Go Range Rover. Au Bénin. La Go Range Rover. Mais si vous devez chaque fois vous baser sur ce que les gens disent de vous, vous n'allez jamais vivre. Ouais. Il vaut mieux faire fi de ça. Si toi-même tu es saine et si tu es bien dans ton corps, bien dans ta peau, peu importe ce que les gens diront sur toi, il vaut mieux évoluer et assumer. Et le vrai problème, c'est d'ailleurs en matière de mode, on a ces standards, il y a de ces choses qu'elles ne pourront jamais porter. Oui, il y a également des choses qu'elles vont porter qui leur iraient parfaitement et qui n'iraient peut-être pas aux gens de petite taille. Donc, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Donc, après, il y a aussi de la mode pour les femmes rondes ou les femmes de forte taille. Donc, j'ai déjà vu des femmes de forte taille être à l'affiche de grandes marques, être l'égérie de très grandes marques. Donc, il n'y a pas de problème pour moi, c'est qu'il faut s'assumer tel qu'on est. Il ne faut pas vraiment en faire une histoire, un problème psychologique surtout, parce que c'est surtout ça. On sera dans le miroir, on se dit, mais waouh, mais pourquoi j'ai autant de graisse, mais pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça. Il faut prendre conscience de sa situation et en faire un atout et avancer. Pourquoi pas. Rebecca va forcément te donner son avis sur le sujet. Hein. C'est d'ailleurs le type de sujet qui l'intéresse la plupart du temps. On verra ce qu'il dira. Merci à toi. C'est un plaisir. Alors nous le savons, nous sommes toujours en pleine crise de la Covid-19. Les chiffres alertent toujours, les recherches évoluent tant dans la prévention que dans le traitement. Nous parlons ce midi prévention. Nous allons découvrir un thermomètre spécial Covid-19 direction le Congo avec Rebecca Kenjonde. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène Fanou. Bonjour Eman Rodrigameg. Le sourire. Bonjour. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Rebecca Kenjonde. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Le sourire était un peu trop large. C'est le sourire large. Pas si large. Alors Rebecca, les femmes de forte taille. Peu importe. On est femmes, peu on importe, est belles. Parce que quand vous avez la confiance en soi est très très importante. Quand vous êtes, quelle que soit la posture que vous avez, quel que soit le niveau que vous avez, la confiance en soi, c'est cette chose-là qui vous permet de mâcher la tête haute. C'est cette chose-là qui vous permet d'affirmer quand vous êtes dans une foule que oui, vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes mignon, vous êtes mignonne. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez cette confiance en vous, plus rien ne compte. Les autres regards ne comptent pas. Donc, que tu sois une femme de taille... De taille comme Rebecca ou de taille comme Mylène ou comme Hermone ou plus encore. Ça ne compte pas. L'essentiel, c'est de se sentir très bien dans sa peau. Adonis, n'est-ce Oui, pas? mais quitte à ne pas en faire une obsession, parce qu'il y en a vouloir chaque fois avoir cette pression, je dois me faire belle, je dois me faire voir dans la foule, qui a devenu aussi une obsession et parfois ça vient à la dépression. Non, ce n'est pas une obsession. C'est plutôt une manière de te convaincre que tu es belle dans ta peau. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens, par exemple sur TikTok, j'ai vu pendant un moment une jeune dame, beaucoup de personnes l'insultent, beaucoup de personnes insultent son physique, comme quoi elle n'est pas jolie, elle n'est pas belle et tout. Mais à chaque fois quand elle vient faire une vidéo, elle dit « Regardez-moi, je suis jolie, je suis belle. » Tu vois, à force de te répéter ça, l'essentiel, tu finis par y croire.
tu finis par y croire. C'est pas une obsession, c'est juste une manière de vivre dans la société comme tout le monde parce qu'on a tous le droit. Mais c'est et d'abord même, vous déterminez la beauté à quoi? Non, on ne parle pas de beauté. L'important, c'est d'être bien dans sa peau. Oui, pas forcément vouloir impressionner les gens. C'est ça qui fait d'une obsession. Je vais tout le temps vouloir m'impressionner moi-même. Le souci est quoi? On va parler de ce thermomètre qui nous sauve la vie en quelque sorte. Je voulais continuer. Alors, le thermomètre, il marche vraiment? Oui, il marche. Alors, bonjour aux téléspectateurs. Dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus, Mylène le disait tout à l'heure, il y a des jeunes qui ont créé, qui ont innové. Ils ont mis en place un thermomètre, son nom, Jotometer. Créé en 2020, ce thermomètre numérique est très facile à utiliser et permet de prendre la température très rapidement. Grâce à son système de reconnaissance faciale, le résultat s'affiche sur l'écran en quelques secondes et avec une grande précision. Je vous propose de suivre ici les génies derrière cette technologie. Cet appareil que vous voyez là, ça s'appelle Jotometer. Joto pour dire chaleur et Meta pour dire unité de mesure. Donc c'est un thermomètre numérique. En fait, le thermomètre est composé de certaines pièces électroniques. Notamment, il y a une carte mère qui gère la partie centrale de la thermomètre. Il y a également un processeur à l'intérieur qui accélère les exécutions des tâches qui sont lacées sur le thermomètre. Et il y a également une caméra thermique qui est incorporée dans le système qui permet à ce qu'il y ait prélèvement des températures corporelles d'une personne ou d'un individu qui se tient devant le thermomètre. Et puis il y a également ce qu'on appelle le software, la partie programme qui gère toute la plateforme et puis le système entier qui est basé sur un système Android, également installé avec la thermomètre. Alors, ce thermomètre numérique appelé Jotometer a un équipement qui est conçu et fabriqué localement, mais le design est monté à l'étranger vu qu'il n'y a pas d'usine de montage en République démocratique du Congo. Doté d'une caméra et d'une mémoire connectée à un serveur via Internet, l'appareil enregistre les images des personnes en face, prélève et alerte en cas de température anormale. La particularité de cet appareil, parce que oui, il y a quand même des thermomètres numériques. Ouais. La particularité de ce thermomètre, c'est qu'il est autonome. C'est-à-dire, vous vous placez juste devant l'appareil. Vers toi, Oli, quand tu dis qu'il est autonome, j'imagine couché et déplacé. Le thermomètre vient vers moi. Ouais, mais ça, on prend la température. Non, il est sur place, on peut déplacer, mais il est sur place et dès que vous vous approchez, le thermomètre même vous parle et vous donne, vous fait un diagnostic. Je vous propose plutôt de suivre cette démonstration.
est intéressant dans cette innovation est que aujourd'hui, vous voyez, avec le contexte sanitaire actuel, lorsque vous allez soit dans des supermarchés, soit dans des banques ou des institutions de finances et tout, ou dans certaines structures, c'est l'agent de sécurité qui vous pointe le thermomètre dessus, le thermomètre infrarouge pour pouvoir détecter votre température. Mais ici, c'est que ce n'est plus forcément, c'est plus forcément un agent de sécurité qui vous tend l'outil, mais c'est que l'outil, il est autonome. Donc, l'agent de sécurité peut faire autre chose, en fait. Donc, ça vous préserve d'une personne supplémentaire pour faire un travail donné. Donc, le thermomètre, il est autonome. Ça peut se déclencher de lui-même. Ça vous donne même des instructions avancées. Voilà, ça interagit avec vous. Certainement muni d'un dispositif qui permettrait de réussir cette mission. Et donc, forcément, c'est à saluer parce que déjà que les agents de sécurité qui vous tendent le thermomètre infrarouge pour pouvoir vérifier votre température sont également... potentiels. Non, pas forcément potentiels. Ils sont là pour autre chose aussi. Ils sont là pour autre chose, mais également... Cela les met plus au contact d'éventuels cas de personnes qui seraient atteintes de Covid. Donc ici maintenant, c'est que le thermomètre il est indépendant, donc pas de risque de contamination. Moi j'aurais une suggestion si ce serait bien. J'ai entendu que ça prend les images des personnes. Ce serait intéressant s'il y avait une base de données qui est connectée au plan de l'état civil que quand il y a le corona. Parce que je peux aller dans un supermarché aujourd'hui et ne plus y retourner des années après. Oui. Donc ça garde les images. Au moins s'il y avait une base de données, on pourra retrouver la personne. Une mémoire pour qu'on puisse... Forcément ça, de mémoire. L'inquiétude, c'est l'utilisation des données à caractère personnel, l'image d'une personne. Il y a tout ça là autour qui fait que c'est compliqué. Mon cher Adonis, les données à caractère personnel, quoi qu'on dise, on va toujours les laisser quelque part. Ok, forcément, donc, bon... On réduit quand même au minimum. Oui, on réduit, mais le risque zéro avec la technologie n'existe pas. Rebecca, merci. Tout le plaisir. Alors, on fait pousser du fotete dans notre jardin aujourd'hui, un légume de chez nous, difficile à cuisiner selon certains. Nous, ici, sur le plateau, nous l'affectionnons tous. Et on vous donne des astuces pour pouvoir le cultiver chez vous, à la maison. Qui n'aime pas le fotete sur ce plateau? Toi, tu n'aimes pas les légumes de toute façon. Toi non plus. Hermone, mais toi, comment lui dit dans ma langue, bataille. Tu peux servir du sable à Hermone, il va le prendre. Là, ne refuse rien. Moi, c'est beaucoup plus lié à ma tradition, en fait. Ouais. On n'en consomme pas. Oui, elle est liée à... Tu es rattachée à ta tradition. Voilà. Quand il s'agit de certaines choses, bien sûr. Tu fais attention. Oui. Tu as peur. J'ai pas peur. Adonis en consomme? Non, pas du tout. Non. T'aimes pas. Assel, bonjour. Bonjour. Mais tu viens nous en parler. Malheureusement, je n'aime pas du tout le fotete. Parce que c'est bizarre. C'est gluant quand tu ne sais pas cuisiner, bien sûr. Mais Mylène, tu as demandé l'avis de tout le monde et toi-même. Moi? Elle mange tout. Elle a je mange tout. Il faut juste que ce soit comestible et puis on essaie. Je n'ai pas de totem. Assel, bonjour. Vous permettez un petit chat? Vas-y, mets-toi à l'aise. Vous allez bien? Ouais. Alors, en français, ça donne quoi, fotete? L'amarante. Beaucoup ne connaissent pas son nom en français, malheureusement. Bon, moi-même, j'ai dû apprendre sur le terrain, sinon je ne connaissais pas. C'est l'amarante en français. Bon, vous voulez savoir ce que c'est? L'amarante est une plante herbacée de croissance rapide. Elle atteint une hauteur maximale de 1,50 m et appartient à la famille des Amarantacées. Comment on le cultive au Bénin? En tout cas, vous saurez dans cette vidéo. Suivez. Pour planter l'amarante, c'est pas compliqué. J'ai déjà tracé mes planches. Approchez, je vais vous montrer. J'ai déjà placé mes planches, j'ai labouré la planche, j'ai enlevé les ossages physiques, d'accord? J'ai ameubli, j'ai incorporé
toutes ces taches noires que vous voyez ici, là, c'est les fientes de volaille. D'accord? Suie de bois mélangée avec fientes de volaille. Vous voyez dans ma main là, je plonge la graine dans du sable fin. Je plonge la graine dans du sable fin. Alors, je plonge la graine dans du sable fin pour empêcher une hyperconcentration. J'ai plongé la graine dans du sable fin pour empêcher une hyperconcentration de la graine sur la planche. Si je ne faisais pas ça à sel, tu vas voir que sur la planche après, il y aura plus de plants ici et là-bas dégarnis. Donc quand je fais ça, je fais un semis homogène. Alors, je vais épandre la graine sur la planche comme ça. Je vais épandre la graine sur la planche. La planche elle est déjà humide, d'accord? Je finis d'épandre la graine, je viendrai arroser. L'arrosage va permettre de déposer les graines dans le sol, d'accord? Je finis cette étape. Après 2 jours, 3 jours, 4 jours, je constate la levée, la germination et la pépinière va durer 2 semaines et demie, 3 semaines maximum. Après 2 semaines et demie, je viendrai repiquer. J'ai repiqué. Je finis de repiquer. Je repique en ligne. D'abord, avant de repiquer, vous allez voir dans le champ que j'ai tracé des lignes ici. Je repique en ligne. D'accord? À raison de 25 cm entre chaque plan. Lorsque vous voyez ici, regardez, 25 cm, 25 cm, 25 cm. Et quand on repique en ligne, le désherbage est plus facile. Ici, j'ai constaté qu'il y a une plante, voilà, non ciblée. Les adventices ou bien les mauvaises herbes, je les enlève facilement. Ça me permet d'avoir une méthode de désherbage automatique dans ma cervelle, dans mon cerveau. Lorsque j'aborde une plante, je sais que entre les 25 cm, je dois avoir des choses qui ne doivent pas rester là. Donc, lorsque je rencontre sur mon passage une plante qui n'est pas ciblée, je l'enlève automatiquement. Alors, pour réussir ce truc-là, pour réussir cette plante, il faut apporter beaucoup de fientes de volaille décomposées. N'utilisez pas les engrais chimiques de synthèse. Lorsque vous allez utiliser les engrais chimiques de synthèse pour pouvoir produire, vous aurez une mauvaise conservation post-récolte. C'est pour toutes les cultures d'ailleurs. Lorsque vous voulez commencer l'agriculture, vous voulez faire un semis, une plantation, et vous utilisez les engrais chimiques de synthèse, vous avez une mauvaise conservation post-récolte. Qu'est-ce que je mets dans la conservation post-récolte? Par exemple, vous, Assel, vous êtes allé au marché, vous avez acheté votre légume feuille amarante, d'accord? Vous voulez faire une sauce de légumes feuilles demain. Vous décidez de conserver déjà à la maison, le frigo ne marche pas, et vous rapprochez de la feuille demain, vous voyez que la feuille a commencé par pourrir. Ça a commencé par faire sortir de l'eau, ou bien elle est vraiment, c'est pas intéressant, elle n'est pas intéressante, elle a présenté une forme difforme qui n'est pas intéressante, vous n'avez même pas envie de manger. C'est à cause de l'utilisation excessive des engrais chimiques de synthèse. Donc, lorsque vous voulez faire les légumes feuilles, vraiment, s'il vous plaît, n'utilisez pas trop d'engrais chimiques de synthèse. Je dis ça pour tous les jardiniers béninois. N'utilisez pas, n'abusez pas avec les engrais chimiques de synthèse. Non seulement, ça permet à la plante de ne pas mieux se comporter après la récolte. Donc ça vous gâte le marché. Et secondo, ça tue. Parce que les résidus de pesticides, de métaux lourds, vont après créer des maladies cancérigènes qu'on ne peut pas contrôler. On n'est pas en train de se nourrir pour se tuer ou bien s'intoxiquer. Nous sommes en train de nous nourrir pour vivre, pour avoir les fibres. Or, les légumes sont vraiment recommandés par les médecins aujourd'hui. Les fruits, légumes et fruits. Ce n'est quand même pas si difficile. Hein. Pas du tout, elle se laisse cultiver un peu partout, mais surtout en zone humide et bien chaude. Humide. Chaud. J'ai dit. Attention, je comprends qu'il y en a sur ce plateau qui ont des élans controversés. Des élans controversés. En tout cas, je ne dirais pas plus. Herman, restons ici. Restons humide et chaude. Ah oui, On pensait au désert. Bon, nous, le désert humide. Le désert humide est chaud. Vous me voyez ça? Soyez un peu sérieux. On va parler des vertus. Tout à fait, c'est riche en vitamine C, en vitamine K, en calcium, en magnésium et en fer aussi.
ça aide beaucoup pour la croissance des enfants. Il faut que les enfants consomment beaucoup de l'amarante, c'est très efficace pour leur santé. Et il y en existe 2 variétés d'ailleurs. Au Bénin, on cultive généralement l'amarante verte. Il y a le rouge aussi. Le rouge, exactement. Le rouge ou le rose, ça exactement, tend un peu c'est foncé. Ouais. Le rouge, ça sert ça lutte contre l'anémie. Oui. Et ça lutte également contre la constipation. On peut le faire en infusion et ça traite beaucoup. T'as jamais essayé ça? À quel goût? Moi, honnêtement, je n'aime pas du tout l'amarante. C'est pour ça. Que ce soit en tisane ou en légumes. En fait, je n'ai jamais pris. Donc, du coup, Ben ouais, c'est notre défaut. Ça, la plupart du temps, on n'essaye pas et on dit déjà qu'on n'aime pas, qu'on ne va pas aimer. Et puis, on zappe dessus. C'est pas mon cas, donc je ne saurais pas me prononcer dessus. Donc tout ce qui est mangeable, comestible, mangeable si vous voulez, ou comestible, tout ce qu'on peut manger, tout ce qui est comestible, tout ce qui peut... Tu manges. C'est tout pour l'amarante. Voilà. On a parlé de plantes aromatiques. Aujourd'hui, on a parlé de légumes. La prochaine fois, on parlera également de légumes. Mais arrange-toi pour la prochaine fois, que tu aimes ce légume ou pas. Il faut qu'on puisse savoir que tu en ramènes comment, aussi. Oui, qu'il en ramène et comment ça se fait à la cuisson, la préparation, comment est-ce qu'on se débrouille. Tu pour qu'on puisse le voir aussi. Pas de souci. Ne va pas uniquement au champ. J'imagine. Qu'est-ce qui te fait, Marie? Dis-moi. Non, c'est bon. Tu me dis j'attends juste le jeudi prochain ou bien? Tout à fait, à midi. Tu me dis que c'est un cuisinier. Tu veux dire quelque chose, tu cherches on va rester dans la même gamme. Celui qu'on va découvrir dans quelques secondes est un amoureux de la terre. Il s'investit depuis plusieurs années déjà dans la valorisation de plusieurs produits béninois. Découvrons-le avec Ariane Da Silva. J'ai fait des stages de formation et autres. Mais l'entrepreneuriat, c'est une passion. C'est une passion. Et quand la passion vous prend, quel que soit là où vous êtes, vous êtes obligé de vous soumettre en quelque sorte à cette passion. Donc, je m'y mettais déjà quand j'étais en première année. Donc, déjà, moi, mon plan en première année, je savais que j'allais entreprendre et j'avais mes idées claires. Je mettais déjà les bases. Et quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, waouh, que c'est l'occasion, c'est l'opportunité, il faudrait que je saisisse ma chance. Et beaucoup innovent dans le pays, beaucoup faisons des choses extraordinaires. Et pour cela, je me suis donné comme mission de valoriser ces produits-là que nous avons chez nous, que nous voyons tout le temps, mais dont nous ignorons souvent l'importance et la portée nutritive. Sur la base de cette expérience, selon moi, les clés du succès, c'est beaucoup plus la persévérance et le courage et la force de l'initiative. Il faut avoir le goût de l'initiative. Il ne faut pas attendre qu'un Y vous dise faites ci, faites ça d'abord. Je vais commencer et puis après, si les aides exercées seront un plus. Mais comme c'est vous qui avez eu la vision, l'objectif, vous devez d'abord faire le premier pas. Je ne le regrette pas, c'est la passion. C'est la passion et si avec le temps on joint la passion à ce qui pourrait nous permettre de survivre quotidiennement, il n'y a pas de raison de regretter. Dans nos pays en général, l'entrepreneuriat c'est beaucoup de choses. C'est au bout d'un certain temps qu'on peut voir les résultats définitifs. On peut atteindre la liberté financière comme le dit certains. Mais déjà à l'étape où je suis, je ne peux pas le regretter. C'est une histoire, un parcours intéressant, impressionnant, oui. Parce qu'on sait qu'on consomme assez de sésame au Bénin. Oui, forcément. Nous sommes à l'ère de la transformation agroalimentaire. Donc, on essaie quand même de trouver de nouvelles perspectives quant à certains produits que nous connaissons, mais qui ne sont pas toujours transformés ou ne sont pas toujours disponibles en version transformée ou en version améliorée. Donc aujourd'hui, la transformation agroalimentaire, c'est le défi à relever. On sait qu'on cultive beaucoup,
C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. On est en train de travailler pour arriver à parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Mais une chose est de produire, mais l'autre est également parvenir à conserver. Et pour la conservation, il faut pouvoir parvenir à la transformation. Rendre le produit intéressant. Rendre le produit intéressant. Donc pour la consommation, enfin pour, je disais, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, il faut produire. Mais seule la production ne suffit pas. Parce que si vous produisez et que vous n'arrivez pas à conserver, cela devient un problème. Cela devient un manque à gagner. Et donc, lorsque vous allez à la transformation, cela vous permet par moment de pouvoir vendre le surplus. Et aujourd'hui, c'est un défi. Et lorsque vous voyez les produits que notre ami du jour, Fresnel Diundo, est en train de transformer, en train de valoriser, on parle de sésame, la cola. On parle de la cola. Donc, la cola, on l'a toujours consommée en version fruit, donc on mange simplement, on croque à la limite, enfin pour certains. Et qui n'est pas si intéressant pour non, certains. On ne va pas se mettre à la place des autres. Amer, non, mais on va pas se mettre à la place des autres. Il y en a qui l'aiment, qui l'adorent, qui l'affectionnent. Les enfants notamment. Donc, non, on parle de la cola de Golo, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui affectionnent ça. Et c'est un élément, un ingrédient important, sinon capital, lorsque vous voulez constituer. Lorsque vous voulez constituer une liste pour la dot, c'est très important, fondamental et capital. Donc, on ne va pas chier. Vous l'avez déjà fait, la dot, on va pas chier dessus. Donc, disais-je, il fait dans la transformation, c'est assez nouveau. Il faut goûter pour voir ce que ça donne. Sésame également. Donc, je crois que c'est un terrain assez intéressant qu'il est en train d'arpenter. Ça sort des sentiers battus. La transformation est bien, mais rendre accessible aussi ces produits est encore mieux. Il ne faut pas que ce soit si cher. Voilà. C'est pour parler justement de la cherté. Et il faut surtout pouvoir communiquer autour. Oui, rendre son produit attractif pour que les gens puissent le voir et puissent soient intéressés à aller acheter. Comme l'a dit les autres collègues, il faut transformer, innover pour que le pain, peut-être, tu prends un exemple au hasard, le pain que je produis là, que s'il apporte une nouvelle façon à ce qu'il produit, là, les gens sont en train de je peux aller voir cette innovation, qu'est-ce que ça donne, et aussi maintenant produire en quantité. Parce qu'on ne va pas venir vous demander ton produit et tu diras qu'on est en rupture de stock. Comme ça, déjà, ça fausse un peu la chaîne. En toute chose, s'il n'y a pas de l'engouement, c'est que les gens ne vont pas vers. Et si la qualité, elle n'est pas bonne, la conservation et surtout l'écoulement, quand vous vendez trop cher et que... ça reste, on ne vient pas vers vous. Tout à fait. La clientèle, elle est faible. Tout à fait. Alors, on va finir avec les conseils de notre coach Massime Victor. Des personnes qui veulent se lancer, qui veulent avoir toutes les réponses, ils attendent que tous les salles du ciel soient alignés, ne rentrent pas dans ces catégories de personnes. D'ailleurs, comme que j'aime dire, à force de réfléchir, tu commences à analyser, et à force d'analyser, tu deviens par réaliser. Regarde, juste lance-toi à l'aventure. C'est ça la plus grande qualité des entrepreneurs, c'est leur rapidité d'exécution. Je peux me prendre comme exemple. Dans quelques jours, je vais prendre l'avion pour partir en Afrique. Il y en a qui me disent, Maxime, comment est-ce que tu veux partir là-bas? Tu connais absolument personne. Mais c'est ça, je ne m'attends pas à avoir toutes les réponses. J'ai pris la salle de la conférence, j'ai pris mon billet d'avion. Puis maintenant, j'organise une conférence. Au moment qu'on se parle, il y a déjà plus de 500 personnes d'inscrits. Maintenant, je te mets dans le contexte. Je m'en vais sur un territoire dont je n'ai aucun repère, je connais à peine personne. Donc toi, tu habites sur un territoire, dans une ville, tu as grandi là-bas, tu as tous tes repères. Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu hésites encore? Et il faut bien sûr pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques, c'est très important, pouvoir laisser déjà tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a conçu pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui serait peut-être, qui sait, plus intéressant que ce qu'on a déjà. La vie elle-même, elle a pris le risque. Ouais. C'est parce que Dieu a pris le risque, il a créé le monde. Autrement, il aurait pu rester lui seul et voilà. Tranquille, dans son coin, pépère, et puis il laisse tomber. S'il a créé le monde, c'est qu'il a pris des risques. C'est parce qu'il sait qu'il crée un humain à qui il a donné une volonté qui peut se retourner contre lui. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. On voit donc la vie elle-même, elle est prise de risque. Donc l'entrepreneuriat encore mieux. Donc lorsque vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat et que vous ne prenez pas des risques, c'est que vous serez toujours dans votre cocon, vous serez toujours dans votre cercle, rien ne va vous n'avancez pas, vous stagnez. Vous n'avancez pas, vous stagnez forcément. Oui. Donc, sans risque, pas de réussite, pas qui de ne plaisir. risque rien à rien. Voilà. Donc, dans tous les sens, hein, bien sûr. Il faut risquer pour réussir. Particulièrement par Paulo Coelho qui dit que si vous n'aimez pas l'aventure, essayez la routine. Elle est mortelle. Ou si vous croyez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Rebecca? Je suis d'accord. Tu es simplement d'accord.
Tu as l'habitude déjà de prendre des risques, hein, peu importe le domaine, bien sûr. Moi, je prends tout le temps des risques, mais des risques utiles. Ah, utile. Quelle précision. Comment savoir qu'un risque est utile? Elle m'en avait dit sur ce même plateau, je ne sais pas quel numéro, on avait parlé de l'entrepreneuriat, de ceux qui investissent tout. Elle m'en a défendu que c'est un risque à ne pas prendre. Donc, je suppose que c'est un risque inutile. Oui, il y a des risques inutiles, forcément. Évidemment. Comme dans toute chose. Enfin, le monde est dualité. Il y a le yin, le yang, il y a le bien, le mal. Là, on entre en spiritualité, attention. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pour dire que toute chose qui a un bon côté a également un mauvais côté. Donc, le risque également a son mauvais côté. Il y a des risques inutiles. Vous avez, je persiste et je signe, vous ne pouvez pas avoir 100 000 et investir 100 000 dans une affaire, et investir la totalité dans une affaire. Et si l'affaire ne marche pas, allant dans le même sens que toi, restant dans le même domaine, on ne perd jamais rien, on apprend toujours quelque chose. Oui, on apprend, mais après... c'est quand même dur, il vaut mieux apprendre en ayant un revenu à côté qui vous permet de vous relancer, plutôt que d'apprendre dans la douleur et en étant affamé. C'est pas pareil. En tout cas, n'importe quel entrepreneur prend toujours des risques. Forcément. Et donc, il faut savoir entreprendre. Et derrière ça, il y a des risques. Tranquille. Il faut pouvoir prendre des risques. Il ne va jamais entreprendre, c'est ça? Non, pas du tout. Il faut entreprendre, mais à toute chose, il y a des risques. Et si vous n'avez pas les moyens, et que, à côté de tout ce que vous prévoyez, vous n'avez pas des ressources juste à côté, à part ce que vous avez prévu pour entreprendre, vous n'avez pas des ressources à côté, un peu comme Herman le disait. Vous allez foirer, vous allez couler. Je crois que j'ai jamais été d'accord avec cette théorie d'Herman. Vous allez couler. On va pas... Mais c'est d'ailleurs ça, il y a le pour et le contre. Oui. En tout cas. Alors c'est d'ailleurs parce que on a essayé, on s'est jeté à l'eau, qu'on s'est retrouvé ou qu'on se retrouve tous ici chaque jeudi et vendredi d'ailleurs. Herman, bien sûr. En tout cas, c'est avec plaisir. Alors on a fini, merci à vous pour l'attention. On fait quoi? On souhaite bon jeûne aux musulmans. Tout à fait. Qui sont en plein jeûne. Oui. Et on les accompagne si possible. Pourquoi pas, Herman? Je les accompagne systématiquement en cœur. Facilite les amours musulmans. Facilite quoi déjà? Les prières. Le jeûne aussi. La demande et tout. C'est pas facile de jeûner. On les porte dans notre cœur. On vous accompagne et on vous attend à la fin surtout. La fin, il faut accompagner avant d'attendre. Oui, il faut la fin du Ramadan. On offre des cadeaux, des fruits et tout. On est de cœur. C'est pas obligatoire non plus. Oui. On est pas obligatoire non plus. Oui. Désormais, appelez-moi Adonis. On est de cœur avec vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.